Ce matin-là, devant le comptoir d'enregistrement, j'ai reçu un message qui a tout changé. 5 mots. 5 mots qui m'ont sauvé la vie. Je m'appelle Gwenaëlle Provost, j'ai 69 ans, et voici l'histoire que j'ai gardée pour moi bien trop longtemps. Tout a commencé 3 semaines plus tôt, un jeudi après-midi. Nicolas, mon fils unique, était venu me voir à la maison. Il tenait à la main une enveloppe blanche. « Maman, j'ai une surprise pour toi. » Il souriait. Ce sourire que je connaissais depuis qu'il était petit, celui qui illuminait toute la pièce, celui qui me faisait tout pardonner. Camille et moi, on t'offre une semaine au Portugal, un resort 5 étoiles à l'Algarve, piscine, spa, vue sur l'océan. Tu le mérites tellement. J'ai senti mon cœur se serrer. De joie, j'ai cru. Mes yeux se sont remplis de larmes. Mon chéri, c'est trop. Mais non, maman, tu as travaillé toute ta vie. Papa n'est plus là depuis 4 ans. Il est temps que tu profites. Et puis, on vient avec toi, tous les 3, en famille. Camille, ma belle-fille, est entrée dans le salon à ce moment-là. Elle portait une robe claire, les cheveux tirés en arrière. Elle m'a embrassée sur les 2 joues. « Gwenaëlle, vous allez adorer. J'ai tout réservé. Le vol, l'hôtel, même les excursions. Vous n'avez qu'à faire votre valise. » J'ai regardé l'enveloppe. Dedans, il y avait les billets d'avion. Départ, le 23 novembre. Dans 3 semaines exactement. Merci mes enfants. Merci du fond du cœur. Ils sont restés dîner ce soir-là. Nicolas a ouvert une bouteille de Bordeaux. Nous avons parlé du voyage, des plages dorées, du soleil portugais. Camille montrait des photos sur son téléphone. Le resort était magnifique. Mais il y avait quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Une tension dans l'air. Un regard trop insistant de Camille quand je parlais de mes économies. Un silence étrange quand j'ai mentionné mon notaire. J'ai chassé ses pensées. J'étais injuste. Il m'offrait un cadeau merveilleux. Cette nuit-là, j'ai sorti ma vieille valise en cuir du placard, celle que j'avais achetée avec mon mari Henri pour notre voyage de noces. Elle sentait encore le jasmin, le parfum que je portais à l'époque. J'ai plié mes robes d'été, mes sandales beige, mon chapeau de paille, et pendant tout ce temps, une petite voix murmurait au fond de moi. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette urgence? Les 3 semaines suivantes ont passé vite. Nicolas m'appelait tous les 2 jours. Camille m'envoyait des messages. N'oubliez pas votre maillot de bain. Prévoyez des vêtements légers, il fait 25 degrés. Apportez votre carte d'identité, ôtez votre passeport. On ne sait jamais. J'étais touchée par tant d'attention. Mais cette petite voix, elle ne se taisait pas. Le 23 novembre est arrivé. 6 heures du matin. Nicolas est venu me chercher. La voiture était garée devant chez moi, moteur allumé. Camille était au volant. « Monte maman, on est déjà en retard. » J'ai fermé la porte de ma maison. Cette maison que j'avais achetée avec Henri 40 ans plus tôt. Cette maison où Nicolas avait grandi, cette maison qui contenait toute ma vie. J'ai glissé les clés dans mon sac et nous sommes partis vers l'aéroport. Dans la voiture, Nicolas parlait trop. Camille conduisait trop vite. Mes mains tremblaient légèrement sur mes genoux. « Tu vas voir, maman, ce sera inoubliable, inoubliable. » Le mot résonnait étrangement. Nous sommes arrivés à l'aéroport Charles de Gaulle à 8h15, le terminal 2. Nicolas a sorti nos valises du coffre. Camille a pris mon bras. « Venez, Gwenaëlle, on s'occupe de tout. » Nous nous sommes dirigés vers le comptoir d'enregistrement. La file était longue. Des familles avec des enfants, des couples âgés, des voyageurs d'affaires. J'ai regardé autour de moi, les écrans lumineux, les annonces en plusieurs langues, l'odeur du café. Tout était normal, mais rien n'était normal. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré dans mon sac. Un message, d'un numéro inconnu. J'ai ouvert, 5 mots. Ne montez pas, c'est un piège, fuyez. Mon sang s'est glacé. J'ai levé les yeux. Nicolas me regardait. Il souriait, ce sourire, trop large, trop fixe. Camille aussi souriait. Elle tenait mon passeport dans sa main. « Tout va bien, Gwenaëlle? Vous êtes toute pâle. » Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang dans mes oreilles. J'ai oublié quelque chose. Quoi donc? On a tout vérifié. Mon portefeuille, mon vrai portefeuille, celui avec ma carte bancaire principale. Nicolas a froncé les sourcils. « Maman, on est à l'aéroport. On va rater l'avion. Vas-y sans moi, mon chéri. Je prends un taxi, je rentre le chercher et je vous rejoins demain. Il y a un vol dans l'après-midi. J'ai vérifié. » Camille a posé sa main sur mon bras. Ses doigts étaient froids. « Non, non, Gwenaëlle. Vous avez votre carte. Je l'ai vue ce matin. C'est l'autre que je veux. Celle qui a plus de plafond. Pour les dépenses sur place. » Le mensonge sortait facilement. Trop facilement. Nicolas a échangé un regard avec Camille. Un regard que je n'ai pas aimé. « D'accord, maman. On t'attend à l'hôtel alors. On t'envoie l'adresse exacte. » Je lui ai souri. J'ai embrassé sa joue. J'ai serré la main de Camille. « Bon voyage, mes enfants. À très vite. » Et je suis partie.
Je suis partie en marchant lentement d'abord, puis plus vite, puis j'ai couru presque jusqu'à la sortie. J'ai pris un taxi, j'ai donné mon adresse. Le chauffeur a démarré. Dans le rétroviseur, j'ai vu Nicolas et Camille sur le trottoir. Ils me regardaient. Ils ne souriaient plus. 3 heures plus tard, j'étais chez moi, porte verrouillée, fenêtre fermée. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai vérifié mes comptes bancaires. Tout était normal, pour l'instant. J'ai relu le message sur mon téléphone. Ne montez pas, c'est un piège. Fuyez. Qui m'avait envoyé ça? Et surtout, qu'est-ce que Nicolas et Camille avaient prévu de me faire au Portugal? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je regardais le plafond de ma chambre. Je serrais dans ma main la photo d'Henri et moi le jour de notre mariage. Et je savais. Je savais que quelque chose de terrible avait failli m'arriver. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Pour comprendre ce qui s'est passé ce matin-là à l'aéroport, il faut que je vous ramène en arrière, à l'époque où ma vie était simple, où je croyais encore que l'amour d'une mère suffisait à protéger son enfant de tout. Je suis née à Rennes en 1956, fille unique d'un pharmacien et d'une institutrice. J'ai grandi dans une maison avec un jardin où ma mère cultivait des pivoines roses. À 23 ans, j'ai rencontré Henri. Il était ingénieur dans une entreprise de télécommunications. Cheveux bruns, yeux clairs, rire facile. Il m'a demandé en mariage 6 mois plus tard, un dimanche, près de la Vilaine. Nous nous sommes installés à Nanterre. Un petit appartement d'abord, puis une maison à Rueil-Malmaison quand Nicolas est né. Nicolas, mon fils, mon trésor. Il est arrivé par une nuit de mars, en 1983. 3 kilos 800, des yeux noirs comme ceux de son père. Un cri puissant qui a rempli toute la maternité. Henri pleurait de joie, moi aussi. On a tout maintenant, m'avait-il dit. Et c'était vrai, nous avions tout. Henri travaillait beaucoup, mais il rentrait toujours pour le dîner. Nicolas faisait ses devoirs sur la table de la cuisine pendant que je préparais le repas. Bœuf bourguignon le dimanche, tarte aux pommes le jeudi, l'odeur de beurre et de cannelle remplissait la maison. Le mercredi, j'emmenais Nicolas au parc. Il aimait les balançoires. Il montait de plus en plus haut et je criais toujours « Pas trop haut, mon cœur !» Il riait. Il me trouvait trop inquiète. Les années ont passé comme ça, douces, paisibles, prévisibles. Nicolas a grandi, collège, lycée, baccalauréat avec mention. Henri et moi étions si fiers. Il est entré en école de commerce à Lyon. Nous l'avons accompagné pour son premier jour. J'ai pleuré dans la voiture sur le chemin du retour. Il reviendra, disait Henri en me tenant la main. Mais je savais déjà. Je savais que nos enfants ne reviennent jamais vraiment. Nicolas rentrait pour Noël, pour les vacances d'été, mais de moins en moins longtemps. Il avait sa vie, ses amis, ses projets. C'est à Lyon qu'il a rencontré Camille. Elle était en 2e année de gestion. Cheveux blonds, silhouette élancée, sourire parfait. Nicolas nous l'a présentée lors d'un week-end à la maison. « Maman, papa, voici Camille. » Henri l'a trouvée charmante. Moi, j'ai essayé. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de calculé. Elle posait beaucoup de questions sur notre maison, sur le travail d'Henri, sur nos économies. « Vous avez investi dans l'immobilier? Vous avez une assurance vie? Votre maison doit valoir cher dans ce quartier. » Nicolas trouvait ça normal. « Camille s'intéresse à nous, maman. C'est bien, non ?» Je n'ai rien dit. Une mère ne doit pas critiquer la femme que son fils aime. Ils se sont mariés 3 ans plus tard. Cérémonie à la mairie de Lyon. Déjeuner dans un restaurant avec vue sur le Rhône. 50 invités. Camille portait une robe ivoire très ajustée. J'ai offert à Nicolas la photo de notre mariage, celle d'Henri et moi. Je l'ai glissée dans une enveloppe avec un mot. « Puissiez-vous être aussi heureux que nous l'avons été, maman. » Il m'a embrassée. Il avait les larmes aux yeux. « Merci, maman. Je t'aime. » Après le mariage, tout a changé. Nicolas appelait moins, 1 fois par mois, puis 1 fois tous les 2 mois. Toujours des conversations courtes. « Désolé, maman, j'ai une réunion. On se rappelle bientôt. » Camille t'embrasse. Henri s'inquiétait. Il est occupé, c'est tout. Mais je voyais bien qu'il souffrait aussi. Puis Henri est tombé malade. Cancer du pancréas. Diagnostic en janvier 2019. Parti en juillet 2020. 18 mois. C'est tout ce que le cancer lui a laissé. Nicolas est devenu 3 fois pendant ces 18 mois. 3 fois seulement. Je ne peux pas me libérer plus, maman. Le travail, tu comprends. Je comprenais. Ou plutôt, je voulais comprendre. Henri est mort un mardi matin. Il tenait ma main. Il a murmuré « Prends soin de toi. Prends soin de notre maison. Et fais attention à Nicolas. » Attention à quoi? Mais il était déjà parti. Les funérailles ont eu lieu 4 jours plus tard. Nicolas est arrivé avec Camille. Elle portait du noir, mais pas de chagrin dans les yeux. Après la cérémonie, ils sont venus à la maison. Camille a regardé autour d'elle.
C'est grand pour vous toute seule, maintenant. Vous avez pensé à vendre? J'étais encore sous le choc de la perte d'Henri. Je n'ai pas réagi. Non, c'est ma maison. Bien sûr, je disais ça pour vous faciliter la vie. Nicolas n'a rien dit. Ils sont repartis le lendemain. Je me suis retrouvée seule dans cette maison trop grande, avec les photos, avec les souvenirs, avec la photo de mariage sur ma table de nuit. Les mois ont passé. L'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Nicolas appelait pour mon anniversaire, pour Noël. C'était tout. Je m'y étais habituée, à la solitude, aux journées silencieuses, au dîner seul devant la télévision. J'avais mes voisins, mes amis du club de lecture, ma routine, jusqu'à ce jeudi après-midi, 3 semaines avant le voyage, quand Nicolas est venu avec l'enveloppe blanche, quand il m'a offert ce voyage qui aurait dû me rendre heureuse, ce voyage qui était un piège. Assise dans mon salon, cette nuit après l'aéroport, je regardais la photo d'Henri, son sourire, ses yeux qui me disaient toujours la vérité. « Fais attention à Nicolas », avait-il murmuré avant de mourir. Il savait. D'une manière ou d'une autre, il savait. Et maintenant, moi aussi, je commençais à savoir. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Il y a des choses qu'on refuse de voir, pas par aveuglement, mais par amour, parce qu'accepter la vérité reviendrait à briser quelque chose de sacré. Le lien entre une mère et son fils. Le lendemain de mon retour de l'aéroport, je me suis réveillée avec un poids sur la poitrine, comme si toute la nuit, j'avais retenu ma respiration. Il était 7 heures du matin. Le soleil entrait par les rideaux de ma chambre. Dehors, j'entendais les oiseaux. La vie continuait, normale, innocente. Mais rien n'était normal. J'ai pris mon téléphone. 15 messages de Nicolas. « Maman, tu es bien rentrée? Rappelle-moi s'il te plaît. On s'inquiète. Tu as trouvé ton portefeuille? Maman, réponds. On arrive à l'hôtel. C'est magnifique. Tu nous manques. » Chaque message sonnait faux, comme une partition jouée avec de mauvaises notes. J'ai relu le message anonyme, celui qui m'avait sauvé. « Ne montez pas. C'est un piège. Fuyez. » Qui m'avait envoyé ça? Pourquoi? Et surtout, qu'avait-il prévu de me faire là-bas? J'ai essayé de rappeler le numéro. Messagerie désactivée. Numéro non attribué. Comme si quelqu'un avait utilisé une application jetable. Quelqu'un qui voulait m'avertir sans être identifié. J'ai posé le téléphone sur ma table de nuit, à côté de la photo d'Henri et moi. « Qu'est-ce que je fais, mon amour? Qu'est-ce que je fais ?» Henri ne répondait pas. Mais dans mon cœur, je savais ce qu'il me dirait. « Cherche. Ne reste pas dans le doute. » Je me suis levée. J'ai fait du café. J'ai bu une tasse entière en regardant par la fenêtre de ma cuisine. Le jardin était encore vert malgré novembre. Les rosiers que j'avais plantés avec Henri 20 ans plus tôt tenaient bon. Puis je me suis assise à mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur, j'ai vérifié mes comptes bancaires. Compte courant, 23 000 €. Livret A, 42 000 €. Assurance vie, 150 000 €. L'héritage d'Henri, mes économies de toute une vie, notre retraite, notre sécurité. Tout était là, intact, pour l'instant. Mais quelque chose me dérangeait. J'ai ouvert mes emails. J'ai cherché dans les spams, dans les messages archivés. Et là, je l'ai trouvé. Un email reçu 3 jours plus tôt. Expéditeur, Maître Blanchard, mon notaire. Madame Provost, nous avons bien reçu votre demande de modification de testament. Pourriez-vous confirmer votre rendez-vous du 26 novembre à 15 h? Nous procéderons alors au changement selon vos instructions. Mon sang s'est figé. Je n'avais demandé aucune modification de testament. Je n'avais pris aucun rendez-vous. Le 26 novembre, 3 jours après le départ prévu pour le Portugal. J'ai relu l'email, puis encore. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à tenir la souris. Quelqu'un avait pris rendez-vous en mon nom. Quelqu'un qui voulait modifier mon testament, pendant que j'aurais été au Portugal, ou plutôt, pendant que j'aurais dû être au Portugal. J'ai composé le numéro de Maître Blanchard. 1, 2, 3 sonneries, puis sa secrétaire. Étude Blanchard, bonjour. Bonjour, c'est Gwenaëlle Provost. J'ai reçu un email concernant un rendez-vous. Ah oui, Madame Provost, le 26 à 15 h. C'est justement pour ça que j'appelle. Je n'ai jamais demandé ce rendez-vous. Un silence. Puis, comment ça? Nous avons reçu votre demande par email il y a 1 semaine. Ce n'était pas moi, mais l'email venait de votre adresse, mon adresse. Quelqu'un avait accédé à mon adresse email. Madame, vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Pouvez-vous me dire qu'est-ce qui devait être modifié dans mon testament? Je ne peux pas vous donner ces détails par téléphone, Madame Provost, mais dans l'email, vous demandiez à léguer l'intégralité de vos biens à votre fils Nicolas Provost, avec effet immédiat. Effet immédiat. Les mots résonnaient dans ma tête comme un gong. Et qui avait accès à mon compte email pour envoyer ce message? Madame, je ne peux pas répondre à ça, mais si vous ne souhaitez pas maintenir ce rendez-vous, je l'annule immédiatement.
Oui, annulé, s'il vous plaît. Très bien. Et Madame Provost, si quelqu'un a accédé à votre messagerie, je vous conseille de porter plainte. J'ai raccroché. Porteur plainte. Contre qui? Mon propre fils? Je me suis levé. J'ai marché dans le salon. Mes jambes tremblaient. Mon cœur battait trop vite. Tout s'assemblait. Lentement, douloureusement. Le voyage, l'insistance de Camille, le rendez-vous chez le notaire 3 jours après le départ, l'accès à mon email. Il voulait que je sois loin, pendant qu'il modifiait mon testament, pendant qu'il prenait le contrôle de tout. Mais pourquoi loin? Pourquoi le Portugal? J'ai repensé aux derniers mois, aux visites rares de Nicolas, aux questions de Camille sur ma santé. Vous prenez des médicaments, Gwenaëlle? Vous avez des problèmes cardiaques? À votre âge, il faut faire attention. Mon Dieu, mon Dieu. J'ai couru vers la salle de bain. J'ai ouvert l'armoire à pharmacie, mes médicaments pour la tension, mes vitamines, mon somnifère léger pour les nuits difficiles. Les boîtes étaient là, comme d'habitude. Mais en regardant de plus près, j'ai remarqué quelque chose. La boîte de somnifère, elle était ouverte, légèrement froissée sur le côté. Je l'ai sortie. J'ai compté les comprimés. Il en manquait 6. Je ne prenais ce médicament qu'une fois par semaine, et seulement quand je n'arrivais vraiment pas à dormir. La dernière fois, c'était il y a 15 jours. Il ne devrait en manquer qu'un. 6 comprimés. Disparus. La dernière visite de Nicolas et Camille, c'était il y a 10 jours. Ils étaient venus déjeuner. Camille avait demandé à utiliser la salle de bain. Elle y était restée longtemps. Trop longtemps. « Tout va bien, Camille ?» avais-je demandé en frappant à la porte. « Oui, oui, j'arrive. » Elle était ressortie souriante, cheveux replacés, rouge à lèvres retouché, et mes somnifères dans son sac, probablement. Je me suis assise sur le bord de la baignoire. Les larmes coulaient, maintenant. Je ne pouvais plus les retenir. Mon fils, mon Nicolas, mon enfant. Il avait prévu de me droguer, de m'emmener au Portugal, de me laisser là-bas, endormi, incapable de réagir, pendant qu'il modifiait mon testament en France. Ou pire encore. Peut-être qu'il ne comptait pas me ramener du tout. Un accident, une chute, une crise cardiaque dans un pays étranger. Une femme de 69 ans, en voyage, qui ne se réveille pas un matin. Personne ne poserait de questions. Et Nicolas hériterait de tout. La maison, l'argent, les années de travail d'Henri, nos vies entières. J'ai vomi dans le lavabo, puis j'ai pleuré, longtemps, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Quand je me suis relevée, mon reflet dans le miroir me faisait peur. Yeux rouges, visage défait, cheveux en désordre. Mais dans ce regard, il y avait aussi autre chose, de la colère, de la lucidité, de la force. Je suis retournée dans le salon, j'ai pris mon téléphone, j'ai relu les messages de Nicolas, puis j'ai répondu « Mon chéri, désolé pour hier, j'ai eu un petit malaise à l'aéroport. Rien de grave, je me repose à la maison. Profitez bien du Portugal, je t'aime. » Mensonge, comme les leurs. 3 minutes plus tard, Nicolas a répondu « Ouf, tu nous as fait peur, repose-toi bien. On rentre dans 5 jours, on passera te voir. Bisous. » 5 jours. Dans 5 jours, il reviendrait, et il s'attendrait à me trouver faible, inquiète, prête à signer n'importe quoi. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas que j'avais reçu ce message qui m'avait sauvée. Qui m'avait envoyé ce message? J'ai regardé à nouveau le numéro. Puis j'ai eu une idée. J'ai ouvert Facebook. J'ai cherché le profil de Camille. Elle publiait régulièrement. Photos de restaurants, selfies souriants, citations inspirantes. J'ai regardé sa liste d'amis. 432 personnes, dont une qui m'a saisi. Juliette Moreau, l'ex-petite amie de Nicolas, celle d'avant Camille. Ils étaient ensemble pendant 2 ans à Lyon. Puis, ils s'étaient séparés brutalement. Nicolas n'avait jamais voulu m'expliquer pourquoi. C'est compliqué, maman. Juliette était encore amie avec Camille sur Facebook, ce qui était étrange pour une ex. J'ai cliqué sur son profil. Elle vivait à Paris maintenant, travaillait dans une banque. Photo de profil récente, cheveux courts, regard sérieux. J'ai pris mon courage à 2 mains. Je lui ai envoyé un message privé. « Bonjour Juliette, je suis Gwenaëlle, la mère de Nicolas. Je sais que c'est étrange de vous contacter comme ça, mais j'ai besoin de vous parler. C'est urgent. Pourriez-vous m'appeler ?» J'ai mis mon numéro. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Puis j'ai attendu. 1 heure, 2 heures, rien. J'ai préparé du thé. J'ai regardé par la fenêtre. Les nuages s'accumulaient. Il allait pleuvoir. À 15 heures, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Parisien. J'ai décroché. « Allô ? Madame Provost ? C'est Juliette. Juliette Moreau. » Sa voix était douce, prudente. « Juliette, merci d'avoir appelé. Je ne sais pas par où commencer. C'est vous qui m'avez envoyé le message à l'aéroport, n'est-ce pas ?» Un silence. Puis, « Oui, c'était moi. » Mon cœur s'est arrêté. « Pourquoi ? Comment saviez-vous ? » Parce que Camille m'a fait exactement la même chose, il y a 3 ans. Il y a des vérités qu'on ne veut pas entendre.
des vérités qui détruisent tout ce qu'on croyait savoir. Mais parfois, ces vérités sont les seules choses qui peuvent nous sauver. Camille vous a fait la même chose? Ma voix tremblait. J'avais du mal à respirer. Oui, Madame Provost, presque exactement. Un voyage, des promesses, et un plan pour me dépouiller de tout ce que je possédais. Racontez-moi, s'il vous plaît. J'entendais Juliette respirer au téléphone, comme si elle rassemblait son courage. Je préférerais vous voir en personne. C'est long et compliqué. Je peux venir demain? Demain? Oui, bien sûr. Je prends le train de 9 heures. Je serai chez vous vers 11 heures. Merci, Juliette. Merci infiniment. Ne me remerciez pas encore, Madame Provost. Ce que j'ai à vous dire, ce ne sera pas facile à entendre. Elle a raccroché. Je suis restée immobile dans mon salon. La pluie avait commencé à tomber. De grosses gouttes contre les vitres. Le ciel était gris anthracite. J'ai regardé la photo d'Henri sur le buffet. Celle où il porte Nicolas dans ses bras. Nicolas avait 2 ans. Il riait aux éclats. Où est parti cet enfant? Ai-je murmuré. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée dans mon lit, les yeux ouverts, à regarder les ombres au plafond. Chaque bruit me faisait sursauter. Chaque craquement de la maison ressemblait à une menace. À 6 heures du matin, je me suis levée. J'ai fait du café. J'ai pris une douche. Je me suis habillée avec soin. Un pantalon noir, un pull gris, comme pour me préparer à un combat. À 10h53, on a sonné à la porte. J'ai regardé par l'œilleton. Une jeune femme brune, cheveux courts, imperméable beige, sac en bandoulière. Juliette. J'ai ouvert. Madame Provost? Oui, entrez, je vous en prie. Elle est entrée. Elle a enlevé son imperméable. Ses yeux étaient intelligents, fatigués aussi, comme ceux de quelqu'un qui a trop pleuré. Merci de me recevoir. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Asseyez-vous. Je nous fais du thé? Volontiers. Je suis allée dans la cuisine. J'ai préparé le thé. Mes mains tremblaient légèrement. Quand je suis revenue avec le plateau, Juliette regardait les photos sur le buffet. C'est Nicolas, là? Oui. Il avait 8 ans. Il était mignon. Elle a dit ça avec une tristesse infinie. Nous nous sommes assises. J'ai versé le thé. Juliette a pris sa tasse entre ses mains, comme pour se réchauffer. Par où voulez-vous que je commence? Par le début. Comment avez-vous rencontré Nicolas? En 2015, à Lyon. On était dans la même école de commerce. Lui en 3e année, moi en 2e. On s'est rencontrés à une soirée étudiante. Il était drôle, charmant, attentionné. Elle a souri faiblement. Au début, tout était parfait. Il m'emmenait au restaurant. Il m'offrait des fleurs. Il me présentait à ses amis. À vous aussi d'ailleurs. Vous vous souvenez? Oui. Vous étiez venu déjeuner ici, avec Henri. Vous étiez adorable. Henri était quelqu'un de bien. Je le sentais. Il me regardait avec bienveillance. Elle a bu une gorgée de thé. Nicolas et moi, on est restés ensemble 2 ans. On parlait d'avenir, de mariage, d'enfants. J'étais amoureuse. Vraiment. Que s'est-il passé? Camille. Le nom est tombé comme une pierre. Elle est arrivée en septembre 2017. Nouvelle étudiante. Programme d'échange depuis une école parisienne. Belle. Très belle. Blonde. Élégante. Sûre d'elle. Et Nicolas? Au début, il disait qu'elle était juste une amie. Ils travaillaient ensemble sur un projet de groupe. Rien de plus, mais je voyais bien. Les regards, les sourires, les messages qu'il cachait. Vous lui en avez parlé? Oui, il niait. Tu imagines des choses, Juliette. Tu es parano. Je t'aime, toi. Juliette a posé sa tasse. Ses mains tremblèrent maintenant. Un soir, en décembre, je suis rentrée chez moi plus tôt que prévu. J'habitais un petit studio à Lyon. Nicolas avait les clés. Quand j'ai ouvert la porte, ils étaient là, tous les deux, dans mon lit. Oh, Juliette, j'ai hurlé, j'ai pleuré. Nicolas s'est habillé en vitesse. Il essayait de s'expliquer. Camille, elle, ne disait rien. Elle me regardait. Et vous savez ce qu'il y avait dans ses yeux? Quoi? De la victoire. Pas de la gêne. Pas de la honte. De la victoire. Comme si elle avait gagné quelque chose. J'ai senti un frisson me parcourir. Ils sont partis. Nicolas m'a envoyé des messages pendant des jours. Pardon, je ne sais pas ce qui m'a pris. Donne-moi une autre chance. Mais je savais. C'était fini. Et ensuite, j'ai appris qu'ils étaient ensemble officiellement. 1 mois plus tard. Comme si notre histoire n'avait jamais existé. Comme si j'avais été effacée. Juliette a essuyé une larme. J'ai essayé de passer à autre part. J'ai fini mes études. J'ai trouvé un travail à Paris. J'ai refait ma vie. Ou du moins, j'ai essayé. Mais 1 an plus tard, en janvier 2019, j'ai reçu un appel d'une amie commune de Lyon. Elle me disait qu'elle avait vu Camille et Nicolas, et que quelque chose clochait. Quoi? Camille portait des vêtements de marque, sac Louis Vuitton, chaussures Louboutin, bijoux Cartier, et elle conduisait une Audi toute neuve. Elle venait d'une famille riche? Non, justement, c'est ça qui était bizarre. Camille venait d'une famille modeste de banlieue parisienne. Son père était chauffeur routier. Sa mère,
caissière. Alors comment? C'est ce que je me suis demandé. Alors j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. J'ai fouillé. Juliette a sorti son téléphone. Elle a cherché dans ses photos, puis elle m'a montré. Regardez. C'était une capture d'écran. Un article de journal local de Lyon, daté de mars 2018. Le titre disait « Décès tragique d'un retraité lyonnais. La famille conteste le testament. » Lisez. J'ai pris le téléphone. J'ai lu. Monsieur Gérard Fontaine, 73 ans, retraité de l'enseignement, est décédé subitement le 15 mars lors d'un séjour en Espagne. Sa famille conteste aujourd'hui le testament découvert après sa mort, qui lègue l'intégralité de ses biens, estimés à 400 000 €, à une jeune femme de 24 ans, Camille Deschamps, qu'il aurait rencontrée quelques mois avant son décès. Mon sang s'est glacé. Camille Deschamps, c'est son nom de jeune fille. Elle a pris le nom de Nicolas après le mariage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La famille a porté plainte? Oui, mais l'affaire a été classée sans suite. Pas de preuves suffisantes. Le testament était légal, signé devant notaire. Gérard Fontaine était sain d'esprit. Et Camille avait des témoins qui affirmaient qu'elle s'occupait de lui depuis des mois, qu'il la considérait comme sa fille. Mon Dieu, mais ce n'était pas fini. J'ai continué à chercher, et j'ai trouvé autre chose. Elle a fait défiler ses photos. Un autre article, daté de 2016. Décès d'une veuve niçoise, testament contesté par les enfants. J'ai lu. Madame Odette Ravier, 69 ans, veuve, sans enfants proches, est décédée en février lors d'un voyage au Maroc. Son testament, rédigé 3 semaines avant sa mort, lègue sa maison et ses économies, environ 250 000 €, à une jeune voisine de 22 ans qui l'aidait dans ses courses. Les neveux contestent. Le nom de la jeune voisine? Camille Deschamps. J'ai failli lâcher le téléphone. Vous voulez dire que... Oui, Camille a déjà fait ça. Au moins 2 fois. Probablement plus. Elle cible des personnes âgées. Elle gagne leur confiance. Elle les isole. Elle modifie leur testament. Et ensuite, elle meurt. En voyage. Loin de chez elle. Dans des circonstances qui semblent naturelles. Juliette m'a regardé droit dans les yeux. Madame Provost, quand j'ai appris que Nicolas vous avait invité au Portugal, j'ai tout de suite compris. C'est leur schéma. C'est toujours le même. Le voyage. L'isolement. Et après, elle n'a pas fini sa phrase. Elle n'avait pas besoin. J'ai posé le téléphone sur la table basse. Mes mains tremblaient tellement que je ne pouvais plus le tenir. Nicolas, mon Nicolas, c'est tout ça? Juliette a baissé les yeux. Je pense que oui, je pense qu'il est complice, depuis le début. Mais pourquoi? Pourquoi ferait-il ça? L'argent, le pouvoir, ou peut-être qu'il est sous son emprise. Camille est manipulatrice, très intelligente. Elle sait comment obtenir ce qu'elle veut. J'ai fermé les yeux. Les larmes coulaient. Je ne pouvais plus les retenir. Mon fils, mon enfant, celui que j'avais porté, nourri, élevé, aimé de tout mon cœur. Il voulait me tuer, pour de l'argent. Comment avez-vous su pour le voyage? Camille a posté une photo sur Instagram il y a 1 mois. Vous étiez dessus, de dos, dans votre jardin. Elle avait écrit « Bientôt un voyage en famille avec notre maman adorée ». Quand j'ai vu ça, j'ai compris. J'ai cherché votre numéro. Je vous ai envoyé ce message. Vous m'avez sauvé la vie, Juliette. Je n'ai fait que ce que j'aurais voulu qu'on fasse pour Gérard Fontaine, ou pour Odette Ravier. Nous sommes restées silencieuses un long moment. La pluie tombait toujours. Le jour déclinait déjà. Il était à peine 13 heures, mais on aurait dit le soir. Qu'est-ce que je fais maintenant? Vous allez voir la police. Vous leur racontez tout. Le voyage, le rendez-vous chez le notaire, les somnifères volés, les articles sur Camille. Ils me croiront? Je ne sais pas, mais vous devez essayer. Et surtout, ne restez pas seul ici. Nicolas et Camille rentrent dans 4 jours. Ils vont venir, et ils ne seront pas contents de vous voir vivante. Un frisson m'a parcouru. Venez chez moi, à Paris, le temps que ça se calme. Je ne peux pas vous demander ça. Vous ne demandez rien. Je vous l'offre, s'il vous plaît. Ne restez pas ici. J'ai regardé autour de moi. Cette maison, ces murs, ces photos. Toute ma vie. Et j'ai compris. J'ai compris que cette maison n'était plus un refuge. C'était un piège. D'accord, je viens avec vous. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Partir, laisser derrière soi tout ce qu'on a construit, fermer la porte de sa propre vie. Il y a quelque chose de terrible dans cet abandon, mais il y a quelque chose de pire encore. Rester et attendre la mort. J'ai préparé une valise en 30 minutes. Juliette m'aidait, silencieuse, efficace, vêtements pour 1 semaine, mes papiers importants, mon carnet d'adresses, mes médicaments, et la photo d'Henri et moi le jour de notre mariage. Je l'ai glissée dans mon sac à main. Je ne pouvais pas partir sans elle. Vous avez de l'argent liquide? Un peu. 300 € environ. Retirez-en plus. 2000 si vous pouvez. Ne payez rien par carte bancaire à partir de maintenant. Ils pourraient tracer vos mouvements. Vous pensez vraiment qu'ils iraient jusque-là?
Juliette m'a regardé avec gravité. Madame Provost, ils ont volé vos somnifères. Ils ont accédé à votre messagerie. Ils ont pris rendez-vous chez votre notaire à votre insu. Vous croyez qu'ils vont s'arrêter maintenant? Elle avait raison. Nous sommes passés par le distributeur automatique près de la pharmacie. J'ai retiré 2000 €. La machine a fait un bruit mécanique en comptant les billets. J'ai regardé autour de moi, nerveuse. Chaque passant me semblait suspect. Puis, nous avons pris le RER jusqu'à Paris. Le trajet a duré 45 minutes. Juliette regardait par la fenêtre. Moi, je serrais mon sac contre moi. Dans le reflet de la vitre, je voyais mon visage, pâle, creusé, celui d'une femme qui fuyait son propre fils. L'appartement de Juliette se trouvait dans le 11e arrondissement, rue de la Roquette. 3e étage sans ascenseur, 2 pièces modestes mais lumineuses, parquet ancien, murs blancs, quelques plantes vertes sur le rebord de la fenêtre. Ce n'est pas grand, mais vous serez en sécurité ici. C'est parfait. Merci, Juliette. Elle m'a installée dans sa chambre. Non, je ne peux pas prendre votre lit. Si, moi je dors sur le canapé. J'insiste. J'ai posé ma valise. Je me suis assise sur le lit. Mes jambes ne me portaient plus. Juliette est revenue avec un verre d'eau et 2 cachets d'aspirine. Tenez, vous avez l'air épuisé. Je le suis. Elle s'est assise à côté de moi. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse. On va aller voir la police demain matin. Mais avant ça, on doit rassembler toutes les preuves possibles. Quelles preuves? Le message que je vous ai envoyé, l'email du notaire, les articles sur Camille, tout. Vous pensez que ça suffira? Je ne sais pas, mais c'est tout ce qu'on a. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée allongée dans le lit de Juliette, à écouter les bruits de Paris, les sirènes, les voitures, les voix dans la rue. J'ai pensé à ma maison vide, aux lumières éteintes, au jardin que personne ne regardait plus. J'ai pensé à Nicolas enfant, à ses rires, à ses cauchemars dont je le consolais en le serrant contre moi. Maman, reste avec moi. J'ai peur. Je suis là, mon cœur. Je serai toujours là. Mais j'avais menti. Ou plutôt, c'est lui qui avait menti. Il n'était plus l'enfant que j'avais connu. Il était devenu un étranger, un prédateur. À 6 heures du matin, je me suis levée. Juliette dormait sur le canapé, recroquevillée sous une couverture. Je suis allée dans la cuisine. J'ai fait du café. J'ai regardé par la fenêtre. Paris se réveillait lentement. Mon téléphone a vibré. Un message de Nicolas. « Maman, comment vas-tu? On rentre après-demain. On passera te voir directement. Tu nous manques. Après-demain. Dans 48 heures, il serait là, à ma porte. » J'ai répondu. « Tout va bien, mon chéri. Reposez-vous bien. À bientôt. » Mensonge encore, mais nécessaire. Juliette s'est réveillée à 7 heures. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble. Pain grillé, confiture, café noir. Prête? Non, mais je n'ai pas le choix. Nous sommes allés au commissariat du 11e arrondissement, rue de la Fontaine-au-Roi. Un bâtiment gris, fonctionnel, froid. À l'accueil, une jeune policière nous a reçus. « Bonjour, que puis-je pour vous? Je voudrais porter plainte. Quel est le motif? Tentative de... » Je ne savais pas comment le dire. Tentative de quoi? De meurtre? D'escroquerie? Juliette a pris le relais. Tentative d'escroquerie et mise en danger de la vie d'autrui. La policière a froncé les sourcils. « Suivez-moi. » Elle nous a conduites dans une petite salle, table grise, chaises en plastique, néon au plafond. Tout était impersonnel, glacial. Un officier est arrivé 10 minutes plus tard. Lieutenant Mercier, 45 ans environ. Cheveux courts, regard fatigué. « Madame, Provost, Gwenaëlle Provost, racontez-moi. » J'ai raconté. Tout. Le voyage, le message anonyme, le rendez-vous chez le notaire, les somnifères volés, les articles sur Camille. Juliette montrait les captures d'écran sur son téléphone, les preuves, les dates, les noms. Le lieutenant écoutait, prenait des notes, mais son visage restait impassible. Quand j'ai fini, il a posé son stylo. « Madame Provost, je comprends votre inquiétude, mais légalement, il n'y a pas de délit ici. » « Comment ça, pas de délit? Ils ont volé mes médicaments. Ils ont accédé à ma messagerie. Avez-vous des preuves que ce sont eux qui ont pris les somnifères? » « Non, mais... » « Avez-vous des preuves qu'ils ont accédé à votre messagerie? » « Non, mais qui d'autre? Et le rendez-vous chez le notaire, vous l'avez annulé. Donc, il n'y a pas eu de préjudice. Mais le message qui m'a prévenu, un message anonyme d'un numéro jetable, ça ne constitue pas une preuve recevable. J'ai senti la colère monter. Donc vous me dites que je dois attendre qu'il me tue pour que vous interveniez? Le lieutenant a soupiré. Madame Provost, je ne dis pas que vos craintes ne sont pas fondées. Je dis que juridiquement, on ne peut rien faire pour l'instant, tant qu'il n'y a pas d'acte répréhensible avéré. Et les articles? Les morts suspectes? Ces affaires ont été classées. Les testaments étaient légaux. Les décès, naturels. 2 personnes mortes après avoir modifié leur testament en faveur de Camille, ce n'est pas suspect? Suspect peut-être.
mais pas suffisant pour rouvrir des enquêtes closes. Juliette est intervenue. « Lieutenant, cette femme est en danger. Vous ne pouvez pas la protéger ? La protéger contre qui ? Contre son propre fils qui l'invite en voyage ? Écoutez, je comprends que c'est difficile, mais sans preuve concrète, je ne peux rien faire. Alors quoi ? On attend qu'elle finisse comme les autres ? » Le lieutenant nous a regardés toutes les deux. Il semblait sincèrement embêté. « Mon conseil, ne restez pas seul. Informez votre entourage, vos amis, votre famille. Et surtout, ne signez rien. Ne donnez aucune procuration. Ne modifiez aucun document légal. C'est tout ? Pour l'instant, oui. Mais si vous constatez quoi que ce soit de suspect, effraction, menace directe, quoi que ce soit, vous m'appelez immédiatement. » Il m'a tendu sa carte. « Lieutenant Jérôme Mercier. Mon numéro direct. » J'ai pris la carte. Mes mains tremblaient. Nous sommes sortis du commissariat. Il faisait froid. Le ciel était gris. Paris continuait à vivre indifférent à ma détresse. « Ils ne feront rien, » ai-je dit. « Je sais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Juliette a réfléchi. « On se prépare. Ils rentrent demain. Ils vont essayer de vous contacter, de venir chez vous. Il faut anticiper leurs mouvements. Comment ? En les surveillant, en sachant ce qu'ils prévoient et en restant un pas devant eux. » Nous sommes rentrés chez Juliette. Elle a allumé son ordinateur. « Donnez-moi les identifiants de votre messagerie. » Pourquoi ? Parce que s'ils ont accédé une fois à vos emails, ils peuvent le refaire. Je vais changer votre mot de passe et installer une double authentification. Comme ça, vous saurez s'ils essaient de se connecter. J'ai donné mes identifiants. Juliette a tapé rapidement. En 10 minutes, tout était sécurisé. Voilà. Maintenant, regardons leur compte Facebook, Instagram, tout ce qui est public. Nous avons passé l'après-midi à fouiller. Photos, publications, commentaires. Camille avait posté une photo du Portugal la veille. Elle et Nicolas sur une plage. Coucher de soleil. Sourire parfait. Légende. Moment précieux en famille. Mensonge. Tout n'était que mensonge. Dans les commentaires, quelqu'un avait écrit « Et la maman, elle va bien ?» Camille avait répondu « Elle n'a pas pu venir malheureusement. Petit souci de santé, mais elle se repose. On la verra bientôt. Petit souci de santé. » Les mots me donnaient la nausée. Juliette a continué à chercher. Et soudain, elle s'est arrêtée. « Regardez ça !» Elle me montrait un post sur Facebook, publié par Camille il y a 6 mois. Une photo d'elle et Nicolas devant une maison moderne. « Notre nouveau projet », disait la légende. « Quelle maison ?» Juliette a cliqué sur la photo. L'emplacement géographique était tagué. Saint-Tropez. Ils ont acheté une maison à Saint-Tropez, ou ils prévoient d'en acheter une. Avec quel argent ? Nicolas gagne correctement sa vie, mais pas assez pour Saint-Tropez. Juliette m'a regardé. Avec le vôtre, Madame Provost. Avec l'argent qu'il comptait hériter. J'ai senti mon estomac se tordre. Tout devenait clair. Si clair que c'en était insupportable. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai décroché. Allô ? Silence. Allô ? Puis une voix, froide, métallique. On sait où vous êtes, Gwenaël. Clic. La communication a été coupée. J'ai laissé tomber le téléphone. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'il allait exploser. Juliette a ramassé le téléphone. Qui c'était ? Je ne sais pas. Quelqu'un qui sait où je suis. C'est impossible. Vous n'avez utilisé que du liquide. Vous n'avez pas utilisé votre carte. Comment ? Elle s'est arrêtée. Son visage est devenu blanc. Votre téléphone. Ils ont accès à votre téléphone. Ils peuvent vous géolocaliser. Mais comment ? Je ne sais pas. Une application espion peut-être. Installée à votre insu. Éteignez-le. Maintenant. J'ai éteint le téléphone. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli le faire tomber. Qu'est-ce qu'on fait ? Juliette regardait par la fenêtre, scrutant la rue en bas. On part. Partir où ? N'importe où, mais pas ici. S'ils savent où vous êtes, ils vont venir. Et vous ? Vous êtes en danger maintenant. À cause de moi. Je m'en fiche. On part ensemble. Nous avons refait nos valises en quelques minutes. J'ai pris la photo d'Henri, mes papiers, mon argent. Juliette a éteint son ordinateur, fermé les fenêtres, vérifié la porte. Nous sommes descendus par l'escalier, lentement, silencieusement. Dans la rue, j'ai regardé autour de moi. Chaque voiture, chaque passant, chaque ombre. On prend le métro. Direction gare Montparnasse. Pourquoi Montparnasse ? Parce qu'à partir de là, on peut aller partout. Bordeaux, Rennes, Nantes. On décidera dans le train. Nous avons marché vite, sans courir. Il ne fallait pas attirer l'attention. Dans le métro, je serrais la photo d'Henri contre moi. « Henri, aide-moi. S'il te plaît, aide-moi. » Mais Henri ne répondait pas. Et je savais maintenant que je ne pouvais compter que sur moi-même. Et sur cette jeune femme à côté de moi. Cette étrangère qui était devenue ma seule alliée dans un monde devenu fou. Fuir, c'est admettre qu'on a peur. Mais parfois, la peur est la seule chose qui nous garde en vie. La seule chose qui nous empêche de croire aux mensonges qu'on voudrait tant être vrais. Le TGV pour Rennes partait à 18h32.
Nous avons acheté nos billets en liquide au guichet. 2 places en 2e classe. Juliette a donné un faux nom. On ne prend aucun risque. Nous nous sommes assises au fond du wagon, près de la sortie de secours. Juliette regardait chaque personne qui montait, chaque visage, chaque mouvement. Moi, je serrais mon sac contre moi. La photo d'Henri était à l'intérieur. Je la sentais contre mes côtes, comme un talisman. Le train a démarré. Paris a disparu lentement derrière nous. Les banlieues, les champs, le ciel qui s'assombrissait. Pourquoi Rennes? Parce que c'est votre ville natale. Vous y avez peut-être encore des contacts, des amis, de la famille. Mes parents sont morts. Mon père en 2008, ma mère en 2012. Des cousins? Des amis d'enfance? J'ai réfléchi. Il y a Marguerite Leroy. On était à l'école ensemble. On s'écrivait encore à Noël. Elle habite toujours Rennes, rue de l'Absalette. Vous pensez qu'elle pourrait vous héberger? Je ne sais pas. Ça fait si longtemps. Il faut essayer. J'ai sorti mon téléphone de mon sac, encore éteint. Je peux l'allumer pour appeler Marguerite? Non. Ils peuvent vous tracer en quelques secondes. Utilisez le mien. Juliette m'a tendu son téléphone. J'ai cherché le numéro de Marguerite dans ma mémoire. Je l'avais noté quelque part, dans mon carnet d'adresses. Je l'ai trouvé. J'ai composé le numéro. Une sonnerie. 2, 3. Allô? La voix était la même. Un peu plus âgée, mais la même. Marguerite? C'est Gwenaëlle. Gwenaëlle Provost. Un silence. Puis, Gwenaëlle, mon Dieu, quel plaisir d'entendre ta voix. Comment vas-tu? C'est compliqué, Marguerite. J'ai besoin de ton aide. De mon aide? Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas t'expliquer au téléphone, mais je suis en route pour Rennes. J'arrive ce soir. Est-ce que je pourrais dormir chez toi? Juste une nuit ou 2? Évidemment. Tu sais bien que tu es toujours la bienvenue. Mais dis-moi, tu vas bien? Tu as l'air inquiète. Je vais bien. Je t'expliquerai tout en arrivant. D'accord. À quelle heure ton train arrive? 20h45. Je viendrai te chercher à la gare. Non, ne te dérange pas. Je prendrai un taxi. Tu es sûre? Oui. Je t'embrasse, Marguerite. À tout à l'heure. J'ai raccroché. J'ai rendu le téléphone à Juliette. Elle a accepté? Oui, sans poser de questions. C'est bien. Vous avez de la chance d'avoir quelqu'un comme ça. Le train filait dans la nuit. Je regardais mon reflet dans la vitre, ce visage que je reconnaissais à peine, ses yeux fatigués, ses rides qui s'étaient creusées en quelques jours. J'avais 69 ans. J'aurais dû être tranquille, profiter de ma retraite, de mes petits-enfants, si Nicolas m'en avait donné. Au lieu de ça, je fuyais, comme une criminelle. Juliette? Oui? Pourquoi vous faites tout ça? Pourquoi vous m'aidez? Vous ne me devez rien. Elle a tourné son visage vers moi. Ses yeux brillaient dans la pénombre du wagon. Parce que personne ne m'a aidé, moi. Quand j'ai découvert qui était vraiment Camille, quand j'ai essayé de prévenir les gens autour d'elle, personne ne m'a écouté. On m'a traité de jalouse, d'ex-petite amie amère. Je suis désolée. Ce n'est pas votre faute. Mais je me suis promis une chose. Si un jour j'avais l'occasion d'empêcher Camille de faire du mal à quelqu'un d'autre, je le ferais. Et ce jour est arrivé. Vous êtes courageuse. Non, je suis en colère. C'est différent. Le train s'est arrêté à une gare intermédiaire. Des gens sont montés. Un homme en costume, une femme avec un enfant, un couple de personnes âgées. J'ai observé chacun d'eux, paranoïaques, terrifiés. Aucun d'eux ne nous a regardés. Le train est reparti. À 20h30, nous avons traversé la banlieue de Rennes. Les lumières, les immeubles, les souvenirs. J'étais née ici. J'avais grandi ici. J'avais rencontré Henri ici. Et maintenant, j'y revenais en fugitive. Le train s'est arrêté en gare. Nous sommes descendus. Le quai était bondé. Voyageurs pressés. Annonce incompréhensible. Odeur de café et de pain chaud. Nous avons pris un taxi. J'ai donné l'adresse de Marguerite, rue de l'Absalette. Le chauffeur a hoché la tête sans rien dire. 10 minutes plus tard, nous étions devant une petite maison en pierre, façade grise, volets bleus, lumière allumée au rez-de-chaussée. J'ai sonné. Marguerite a ouvert immédiatement. Cheveux blancs coupés courts, lunettes rondes, sourire chaleureux. Gwenaëlle, elle m'a serré dans ses bras. J'ai senti les larmes monter. Entre. Vous aussi, mademoiselle. Bienvenue. Nous sommes entrés. La maison sentait la soupe et le bois. Chaleur, sécurité, normalité. Marguerite nous a installés dans son salon. Canapé en tissu fleuri, tapis épais, bibliothèque remplie de livres. Je vous sers quelque chose? Thé? Tisane? Une tisane, merci. Elle est partie dans la cuisine. Juliette et moi nous sommes assises. Le silence était apaisant. Marguerite est revenue avec un plateau. 3 tasses, théière fumante, biscuits sablés. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène à Rennes dans ces conditions? Tu avais l'air paniqué au téléphone. J'ai regardé Juliette. Elle a hoché la tête. J'ai raconté, encore une fois,
le voyage, le message, la découverte du plan, les articles sur Camille, la fuite. Marguerite écoutait, bouche ouverte. Quand j'ai terminé, elle a posé sa tasse. « Mon Dieu, Gwenaël, c'est incroyable. Je sais, ça paraît fou. Non, ce n'est pas ça. C'est juste, comment un fils peut-il faire ça à sa propre mère? Je ne sais pas. » Marguerite a réfléchi. « Et la police ne peut rien faire? Non, pas assez de preuves. Alors quoi? Vous allez vous cacher combien de temps? Je ne sais pas. Jusqu'à ce que je trouve une solution. » Marguerite s'est levée. Elle a marché jusqu'à la fenêtre, a regardé la rue. « Vous pouvez rester ici aussi longtemps que nécessaire, toutes les deux. Mais il faut réfléchir. Il faut trouver un moyen de les arrêter. » Comment? En les prenant à leur propre piège. Juliette s'est penchée en avant. « Qu'est-ce que vous voulez dire? Ils pensent que Gwenaël est faible, vulnérable, manipulable. Il faut leur prouver qu'ils se trompent. Mais comment? » Marguerite s'est retournée. Ses yeux brillaient d'une détermination que je ne lui connaissais pas. En jouant leur jeu, en leur faisant croire que vous êtes prête à céder, et en les piégeant. C'est dangereux. Tout est dangereux maintenant. Mais c'est la seule manière. J'ai pensé à Nicolas, à son sourire, à ses mensonges. Vous avez raison. Il faut que j'arrête de fuir. Il faut que je me batte. Cette nuit-là, nous avons élaboré un plan. Marguerite connaissait quelqu'un. Un ancien policier devenu détective privé. Yann Morvan. Il habitait Rennes. Il avait l'habitude des affaires délicates. Il pourra peut-être vous aider. Rassembler des preuves. Surveiller Nicolas et Camille. Vous lui faites confiance? Complètement. C'était un ami de mon défunt mari. Le lendemain matin, Marguerite a appelé Yann. Il a accepté de nous rencontrer l'après-midi même. Nous l'avons retrouvé dans un café près de la place des Lys. Un homme d'une 50aine d'années. Cheveux gris, regard perçant, veste en cuir. Je lui ai tout raconté. Il écoutait sans m'interrompre, prenait des notes dans un petit carnet noir. Quand j'ai fini, il a fermé son carnet. « D'accord, voilà ce que je vous propose. » Il s'est penché vers nous. « Premièrement, on sécurise vos biens. Vous allez voir votre notaire. Vous faites un testament en béton. Vous désignez un tiers de confiance, pas Nicolas, comme exécuteur testamentaire. Vous bloquez toute modification pendant au moins 1 an. D'accord. Deuxièmement, on installe des caméras chez vous, discrètes, pour enregistrer ce qui se passe quand Nicolas et Camille viendront. S'ils tentent quelque chose, on aura des preuves. Ils vont essayer de me convaincre de signer des papiers. Exactement. Et on va les laisser faire. Mais vous ne signerez rien. Vous jouerez le jeu. Vous ferez semblant d'hésiter, de réfléchir. Et pendant ce temps, les caméras enregistreront tout. Chaque mot, chaque geste, chaque menace. Et si ça ne suffit pas, alors on passe au plan B. Qui est? Yann a souri. Un sourire froid. On les confronte, publiquement, avec tout ce qu'on a. Les articles, les témoignages, les enregistrements. On les force à se dévoiler. J'ai senti un frisson. C'est risqué. Oui, mais vous n'avez pas le choix. Soit vous les arrêtez maintenant, soit vous passez le reste de votre vie à fuir. Il avait raison. Combien ça coûte? Vos services? Pour une amie de Marguerite? Rien. Considérez ça comme un service. Je ne peux pas accepter. Si, vous pouvez. Parce que si ce que vous me racontez est vrai, ces gens sont dangereux. Et ils méritent d'être arrêtés. Nous avons serré la main de Yann. Il avait des mains larges, fortes, rassurantes. Je commence les installations demain. Vous rentrez chez vous après-demain. D'ici là, restez ici. Ne contactez personne. Ne dites rien à Nicolas. D'accord. Et Madame Provost? Oui? Courage. Vous n'êtes plus seul. Ces mots, ces simples mots, ils m'ont fait plus de bien que n'importe quel médicament. Le soir, dans la chambre d'amis de Marguerite, j'ai sorti la photo d'Henri. Je l'ai regardé longuement. Henri, je ne sais pas si j'en suis capable, mais je vais essayer. Pour toi, pour nous, pour tout ce qu'on a construit. Dans la photo, Henri souriait. Comme s'il me disait « Tu peux le faire, je crois en toi ». Et pour la première fois depuis des jours, j'ai senti quelque chose s'éveiller en moi. Pas de la peur, de la détermination. Il arrive un moment où la peur doit céder la place au courage, où l'amour aveugle doit laisser place à la lucidité. Ce moment-là, pour moi, était arrivé. 2 jours plus tard, je suis rentré chez moi. Yann avait tout installé pendant mon absence. 3 caméras minuscules. Une dans le salon, dissimulée dans la bibliothèque. Une dans la cuisine, cachée dans l'horloge murale. Une dans l'entrée, intégrée au cadre d'un tableau. Elles enregistrent en continu, le son et l'image. Tout est sauvegardé sur un serveur externe. Même s'ils trouvent les caméras et les détruisent, on aura déjà tout. Ils ne verront rien, impossible, à moins de savoir exactement où chercher. Yann m'a donné un petit boîtier. Bouton panique. Vous appuyez dessus, j'arrive en moins de 10 minutes. Je serai garé dans la rue d'à côté, en permanence, tant qu'ils sont chez vous. Merci Yann. Ne me remerciez pas encore. Le plus dur reste à faire. Il avait raison. J'ai aussi vu mon notaire le matin même, Maître Blanchard. Je lui ai tout expliqué.
Il était abasourdi. Madame Provost, c'est très grave ce que vous me dites. Je sais, c'est pour ça que je veux sécuriser mon testament. Immédiatement. Très bien. Voici ce que je vous propose. Il a rédigé un nouveau testament, en ma présence, devant témoins. L'intégralité de mes biens serait léguée à une fondation caritative. Nicolas recevrait 100 000 €, pas un centime de plus, et ce testament serait inviolable pendant 2 ans. Si quelqu'un tente de le modifier, je serai alerté immédiatement, et je contacterai les autorités. Parfait, j'ai signé, devant 3 témoins. Maître Blanchard a tamponné le document. Il était 23 novembre, 3 jours après le retour prévu du Portugal, 3 jours après ce qui aurait dû être ma mort. Je suis rentré chez moi en fin d'après-midi. La maison était exactement comme je l'avais laissée, silencieuse, vide, froide. J'ai allumé le chauffage, ouvert les volets, préparé du thé. J'ai posé la photo d'Henri sur la table du salon, bien visible, puis j'ai attendu. Nicolas et Camille devaient rentrer le lendemain. Ils m'avaient envoyé un message la veille. « Maman, on atterrit demain à 14 h. On passe te voir vers 16 h. On a hâte de te revoir. » 16 h. J'avais 24 heures pour me préparer. Juliette était restée chez Marguerite à Rennes. C'était plus sûr. Yann avait insisté. Si Camille la voit, elle comprendra que vous savez. Il faut qu'elle croie que vous êtes seule, vulnérable. J'étais donc seule, mais pas vraiment. Yann surveillait. Les caméras enregistraient. Marguerite était au téléphone si j'avais besoin. Et Henri était là, dans cette photo, dans chaque coin de cette maison. Le lendemain, je me suis levée à 6 h. J'ai pris une douche. Je me suis habillée simplement. Pantalon beige, pull bleu marine, cheveux attachés. Je voulais avoir l'air fatiguée, fragile. Exactement ce qu'ils attendaient. J'ai préparé du café, des gâteaux, comme pour une vraie visite familiale. À 15 h, Yann m'a appelé. Je suis en place, rue de derrière. Vous avez le boîtier? Oui, dans ma poche. N'hésitez pas à l'utiliser. Au moindre problème. D'accord. Courage, Madame Provost. Vous allez y arriver. J'ai raccroché. À 15 h 58, une voiture s'est garée devant chez moi. Une Audi noire, celle de Nicolas. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Ils sont descendus. Nicolas portait un jean et une veste en cuir. Camille, une robe noire ajustée, cheveux parfaits, maquillage impeccable. Ils avaient l'air reposés, bronzés, heureux. J'ai ouvert la porte avant même qu'il ne sonne. « Nicolas, Camille !» J'ai souri. J'ai embrassé mon fils. J'ai serré Camille contre moi. Tout mon corps se révulsait, mais j'ai joué le jeu. « Entrez, entrez !» Comment était le Portugal? Magnifique, maman. Tu aurais adoré. On a pensé à toi tous les jours. C'est gentil, mon chéri. Nous nous sommes installés dans le salon. Je leur ai servi du café, des gâteaux. Camille regardait autour d'elle. Ses yeux s'attardaient sur les meubles, les tableaux. Elle évaluait, calculait. « Alors, maman, tu vas mieux? Tu nous as fait peur à l'aéroport. »« Oui, c'était juste un petit malaise. Je me suis reposée. Ça va maintenant. Tu as vu un médecin? » ?»« Non, pas nécessaire. » Camille est intervenue. « Gwenaëlle, à votre âge, il faut être prudente. Les malaises, ça peut être sérieux. Je sais, ma chérie. Mais ça va vraiment. » Nicolas a posé sa tasse. « Maman, justement, on voulait te parler de quelque chose. »« Ah oui? Oui, on s'inquiète pour toi. Tu es seule ici, dans cette grande maison. Si quelque chose t'arrive, on est loin. On ne peut pas t'aider rapidement. Je me débrouille très bien, tu sais. On n'en doute pas. Mais on a réfléchi. » Camille a pris le relais. « Comme prévu. On pense que vous devriez venir habiter près de nous, à Lyon. Ou alors, on pourrait vous trouver une résidence pour seniors, avec du personnel médical, des activités. Vous seriez entourés. » « Une résidence? Oui, il y en a des très bien, très confortables. Et ma maison? Eh bien, on pourrait la vendre. Ça vous ferait un bon capital. Pour vos vieux jours. Vendre la maison, évidemment. Je ne sais pas, cette maison c'est toute ma vie. Mes souvenirs avec Henri. Justement, maman, ces souvenirs te maintiennent dans le passé. Il faut que tu tournes la page, que tu profites de la vie. » Nicolas avait l'air sincère, presque convaincu de ce qu'il disait. Mais je voyais maintenant. Je voyais le mensonge derrière le sourire. « Vous avez peut-être raison. Laissez-moi réfléchir. Bien sûr, prends ton temps. » Camille a sorti une enveloppe de son sac. En attendant, on a préparé quelques documents, juste au cas où, pour simplifier les démarches. Quels documents? Une procuration, pour qu'on puisse gérer certaines choses à ta place. Tes comptes bancaires, tes factures. Si tu as un autre malaise, on pourra s'occuper de tout. Elle a posé l'enveloppe sur la table, entre nous. « Vous voulez que je signe une procuration? C'est juste une sécurité, maman, pour te faciliter la vie. » J'ai regardé l'enveloppe. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang dans mes oreilles. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui te fait hésiter? C'est que je n'ai jamais donné de procuration à personne, même à Henri. Mais nous,
c'est différent. On est ta famille. Camille s'est penchée vers moi. Son parfum était entêtant. Gwenaëlle, vous nous faites confiance, n'est-ce pas? Ces mots, cette voix, ce regard. J'ai pensé à Gérard Fontaine, à Odette Ravier, à tous ceux qui avaient fait confiance et qui étaient morts. Bien sûr que je vous fais confiance, mais laissez-moi lire ces documents d'abord. Évidemment. Prends ton temps. J'ai ouvert l'enveloppe, j'ai sorti les papiers, procuration bancaire complète, accès à tous mes comptes, pouvoir de virement, pouvoir de clôture, mandat de protection future. En cas d'incapacité mentale, Nicolas deviendrait mon tuteur légal. Et un autre document, plus discret, avenant au testament, léguant l'intégralité de mes biens à Nicolas, avec effet immédiat en cas de décès. Mes mains tremblaient en lisant. C'est beaucoup de papier. Ce sont juste des précautions, maman. Je vais avoir besoin de temps pour réfléchir. Le visage de Camille s'est durci. Juste une seconde. Puis le sourire est revenu. Bien sûr. Mais il ne faudrait pas attendre trop longtemps. À votre âge, on ne sait jamais ce qui peut arriver. La menace était claire, voilée, mais claire. Je comprends. Nicolas s'est levé. Bon, on va te laisser te reposer. On repassera dans quelques jours. Tu auras eu le temps de réfléchir. D'accord, mon chéri. Ils sont partis vers la porte. J'ai marché avec eux. Au moment de sortir, Camille s'est retournée. Ah, Gwenaëlle, j'oubliais. Vous avez retrouvé votre portefeuille? Celui que vous aviez oublié le jour du départ? Elle souriait, mais ses yeux étaient froids. Oui, il était dans mon sac finalement. Comme c'est étrange. On aurait juré que vous ne vouliez pas partir avec nous. Mais non, voyons. Pourquoi je n'aurais pas voulu? Je ne sais pas. Dites-moi, Gwenaëlle. Nous nous sommes regardés, longuement, en silence. Elle savait que je savais. Mais elle ne pouvait rien prouver. Bonne soirée, mes enfants. J'ai fermé la porte. J'ai attendu que la voiture démarre, que le bruit du moteur s'éloigne. Puis je me suis effondrée contre le mur. Mon téléphone a sonné. Yann. Madame Provost, ça va? Oui, ça va. Ils sont partis. J'ai tout enregistré. Chaque mot, chaque geste, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on analyse, on prépare la confrontation, et on les fait tomber. J'ai raccroché. Je suis allée dans le salon. J'ai ramassé l'enveloppe, les documents. Je les ai relus, lentement, méthodiquement. Chaque clause était un piège, chaque mot était une menace. Mais j'avais les preuves maintenant. Leur voix, leur visage, leurs menaces déguisées. J'ai pris la photo d'Henri. On y est presque, mon amour, presque. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais à Nicolas enfant, à ses rires, à ses larmes quand il tombait et que je le consolais. Maman, ça fait mal. Je sais, mon cœur, mais ça va passer. Je suis là. Mais maintenant, c'était lui qui me faisait mal. Et cette fois, je ne pouvais plus le consoler. Je ne pouvais que me protéger et attendre que la justice, la vraie justice, celle de la vie, finisse par le rattraper. Il y a deux sortes de justice dans ce monde. Celle des tribunaux, froide et lente, et celle de la vie, qui finit toujours par rattraper ceux qui croient pouvoir échapper à leurs actes. 3 jours ont passé. 3 jours pendant lesquels Yann a analysé chaque seconde des enregistrements, chaque mot, chaque intonation, chaque regard. C'est bon, on a assez. Leurs intentions sont claires. La menace voilée de Camille, la procuration abusive, l'avenant au testament. Tout ça constitue une tentative d'escroquerie. La police va nous croire maintenant? Avec ces preuves, ils n'auront pas le choix. Yann avait aussi fouillé plus profondément. Il avait retrouvé d'autres victimes. Pas seulement Gérard Fontaine et Odette Ravier. Il y en avait eu d'autres. 4 au total. Toutes des personnes âgées. Toutes isolées. Toutes mortes en voyage. Toutes avaient modifié leur testament quelques semaines avant leur décès. Regardez. Yann étalait les dossiers sur la table de Marguerite. Nous étions tous réunis. Marguerite, Juliette, Yann et moi. Madame Suzanne Delorme, 72 ans, décédée à Lisbonne en 2014. Testament modifié 3 semaines avant. Bénéficiaire, Camille Deschamps. Lisbonne, oui, le même schéma. Un voyage, une mort subite, un héritage. Monsieur Albert Roussel, 68 ans, décédé à Marrakech en 2017. Testament modifié 1 mois avant. Bénéficiaire, Camille Deschamps. Mon Dieu. Et voici le plus troublant. Yann a sorti une photo. Un homme jeune, 35 ans peut-être, brun, sourire charmant. Qui est-ce? Damien Mercier, l'ex-petit ami de Camille, avant Nicolas. Ils étaient ensemble de 2012 à 2014. Et il est mort en 2015. Accident de voiture, sur l'autoroute A6, frein défaillant. J'ai senti mon sang se glacer. Vous pensez que... Je ne pense rien. Mais c'est une coïncidence troublante. Damien avait une assurance vie, 500 000 €. Bénéficiaire, Camille Deschamps. Juliette a pâli. Elle a tué son propre petit ami? Je ne peux pas le prouver. L'enquête a conclu à un accident.
Mais les freins avaient été sabotés. On n'a jamais trouvé qui. Le silence est tombé sur la pièce. Marguerite a pris la parole. Il faut aller voir la police, maintenant, avec tout ça. Non, tous les regards se sont tournés vers moi. Non, la police va ouvrir une enquête. Ça va prendre des mois, des années peut-être. Pendant ce temps, Nicolas et Camille seront libres. Ils pourront fuir, disparaître, recommencer ailleurs avec d'autres victimes. Alors quoi? J'ai regardé Yann. Vous avez parlé d'un plan B, une confrontation publique. Oui, mais c'est risqué. Tout est risqué maintenant. Mais au moins, comme ça, tout le monde saura. Leurs familles, leurs amis, leurs collègues, ils ne pourront plus se cacher. Yann a réfléchi. D'accord, voici ce que je propose. On organise un déjeuner. Chez vous, vous invitez Nicolas et Camille, mais aussi d'autres personnes, des témoins, vos amis, les miens. On confronte Camille devant tout le monde. On lui montre les preuves, les enregistrements, les articles, tout. Elle va nier, bien sûr, mais les preuves seront là. Et surtout, sa réaction sera révélatrice. Les coupables se trahissent toujours quand ils sont acculés. Quand? Ce dimanche, dans 3 jours. Ça vous laisse le temps de préparer. J'ai hoché la tête. D'accord, faisons ça. Les 3 jours suivants ont été les plus longs de ma vie. J'ai appelé Nicolas. Je lui ai dit que je voulais organiser un déjeuner, pour rattraper le temps perdu, pour célébrer notre famille. C'est une merveilleuse idée, maman. On sera là. Sa voix était chaleureuse, aimante, mensongère. J'ai aussi invité Marguerite, 2 de mes amis du club de lecture, et Yann, présenté comme un vieil ami de la famille. Juliette resterait cachée. Elle filmerait tout depuis la cuisine, avec son téléphone. Au cas où, le dimanche est arrivé. J'ai préparé le déjeuner comme autrefois. Rôti de bœuf, gratin dauphinois, tarte aux pommes. Les plats qu'aimait Nicolas quand il était enfant. J'ai mis la table, nappe blanche, couverts en argent, verres en cristal, comme pour une grande occasion. Au centre de la table, j'ai posé la photo d'Henri et moi, bien visible. À midi, les invités ont commencé à arriver. Marguerite d'abord, puis mes amis, puis Yann. À 12h30, Nicolas et Camille sont arrivés. Camille portait une robe blanche, élégante, innocente. Elle souriait. « Gwenaël, quelle belle table! Vous vous êtes donné du mal. C'est normal. C'est un jour spécial. Spécial comment? Vous verrez. Nous nous sommes installés. J'ai servi l'apéritif, du champagne, des toasts au saumon. La conversation était légère, banale. Le temps qu'il faisait, les vacances, les projets. Nicolas me regardait avec affection, comme avant, comme quand il était encore mon fils. J'ai servi le plat principal. Tout le monde mangeait, complimentait. Puis, au moment du dessert, j'ai pris la parole. Mes amis, je vous ai invités aujourd'hui pour une raison particulière. Le silence s'est installé. Tous les regards se sont tournés vers moi. Depuis quelques semaines, j'ai vécu des choses troublantes, des choses que je ne pouvais pas garder pour moi. Nicolas a froncé les sourcils. « Maman, de quoi tu parles? » « Je parle du voyage au Portugal, celui que tu m'avais offert. »« Oui, et alors? Tu n'as pas pu venir? »« Non, parce que j'ai reçu un message qui m'a sauvé la vie. » Camille s'est raidie, imperceptiblement. Mais je l'ai vu. Un message qui disait « Ne montez pas, c'est un piège, fuyez !» Nicolas a ri, un rire nerveux. « Un piège? Maman, qu'est-ce que tu racontes? » Je raconte que pendant mon absence prévue, quelqu'un a pris rendez-vous chez mon notaire, en mon nom, pour modifier mon testament. Le visage de Camille a perdu toute couleur. C'est absurde. Vraiment? Yann s'est levé. Il a sorti une enveloppe. « Madame Deschamps-Provost, j'ai ici les preuves de ce rendez-vous. L'email envoyé depuis la messagerie de Madame Provost, sans son autorisation. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Vraiment? Alors peut-être que ceci va vous rafraîchir la mémoire. » Yann a ouvert son ordinateur. Il a appuyé sur lecture. Les voix de Nicolas et Camille ont rempli la pièce. Une procuration, pour qu'on puisse gérer certaines choses à ta place. À votre âge, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Le visage de Nicolas est devenu blanc, celui de Camille, dur comme de la pierre. Vous nous avez enregistré? C'est illégal? Non, madame. Enregistrer une conversation dans sa propre maison est parfaitement légal, surtout quand il s'agit de se protéger. Mes amis regardaient, bouche ouverte. Marguerite tenait ma main. Yann a continué. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi retrouvé d'autres coïncidences. Il a étalé les articles sur la table. Gérard Fontaine, Odette Ravier, Suzanne Delorme, Albert Roussel. Vous les connaissez, n'est-ce pas, Madame Deschamps? Je ne connais personne de ces noms. Vraiment? Pourtant, ils vous ont tous légué leur fortune. Tous sont morts en voyage. Tous dans des circonstances étrangement similaires. Camille s'est levée brutalement. Sa chaise est tombée en arrière. Vous n'avez aucune preuve. Ce sont des calomnies. Calmez-vous, madame. Je ne me calmerai pas. Cette vieille folle invente n'importe quoi. Vieille folle? La voix de Juliette est venue de la cuisine. Elle est entrée,
son téléphone à la main, filmant. « Tiens Camille, tu te souviens de moi ?» Le visage de Camille s'est décomposé. « Juliette, oui, Juliette, celle que tu as détruite pour prendre sa place, celle à qui tu as volé 2 ans de sa vie. Je ne t'ai rien volé. Nicolas m'a choisi. Nicolas ne t'a pas choisi. Tu l'as manipulé, comme tu manipules tout le monde, comme tu as manipulé Gérard, et Odette, et Suzanne, et Albert, et Damien. Damien. Le nom est sorti comme un murmure. Nicolas a regardé Camille. Qui est Damien? Personne. Un ex. Un ex mort dans un accident de voiture, avec des freins sabotés. Après t'avoir désigné bénéficiaire de son assurance vie, Nicolas a reculé, comme si Camille était devenue toxique. Camille, dis-moi que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ils mentent tous. Ils sont jaloux. Ils veulent nous séparer. Nous séparer ou m'empêcher de devenir ton prochain complice? Nicolas tremblait. Des larmes coulèrent sur son visage. Maman, maman, je suis désolée. Je ne savais pas. Je te jure, je ne savais pas. Je l'ai regardé. Mon fils, mon enfant. Et j'ai vu la vérité dans ses yeux. Il savait, peut-être pas tout, mais il savait assez. Il avait choisi de fermer les yeux, par amour, par cupidité, par lâcheté. Nicolas, tu as volé mes somnifères. Tu as accédé à ma messagerie. Tu m'as invité dans ce voyage piège. Tu savais? Non, non, tu m'aurais laissé mourir pour de l'argent. Le silence était assourdissant. Camille a saisi son sac. Elle s'est dirigée vers la porte. Je ne resterai pas ici 1 minute de plus. Vous êtes tous fous. Yann lui a barré le passage. Vous n'allez nulle part, madame. La police est dehors. Ils attendent. Camille a regardé par la fenêtre. 2 voitures de police. Gyrophare éteint. Elle s'est retournée. Son visage était un masque de haine. Vous croyez que vous avez gagné? Vous n'avez rien? Aucune preuve? Aucun tribunal ne me condamnera. Peut-être, mais maintenant, tout le monde sait. Votre famille, vos amis, vos collègues, cette vidéo sera sur Internet dans 1 heure. Vous ne pourrez plus jamais recommencer. Camille a ri. Un rire glacial. Vous ne comprenez pas. Il y aura toujours des victimes. Toujours des gens naïfs. Toujours de l'argent à prendre. Pas cette fois. La police est entrée. Lieutenant Mercier, celui que j'avais vu au commissariat. Madame Deschamps-Provost, vous êtes en garde à vue pour tentative d'escroquerie et mise en danger de la vie d'autrui. Ils l'ont emmené, menottes au poignet. Nicolas est resté, effondré sur une chaise, la tête entre les mains. Je me suis approché de lui. Nicolas, il a levé les yeux, rouge, gonflé. Maman, pardon, pardon. Je ne peux pas te pardonner. Pas maintenant. Peut-être jamais. Je t'aime, maman. Non, Nicolas, tu ne m'aimes pas. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Je me suis retourné. J'ai rejoint mes amis. Nicolas est parti peu après, seul, brisé, et je ne l'ai pas retenu. On dit que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Je n'y croyais pas vraiment, jusqu'à ce que je le voie de mes propres yeux. 6 mois ont passé, 6 mois pendant lesquels tout a changé. L'enquête sur Camille a été rouverte. Toutes les affaires, Gérard, Odette, Suzanne, Albert, même la mort de Damien. Les familles des victimes ont témoigné. Les notaires ont parlé. Les preuves se sont accumulées. Camille a été inculpée pour escroquerie aggravée, abus de faiblesse, mise en danger de la vie d'autrui. Pas de meurtre, on ne pouvait pas le prouver. Mais assez pour la mettre en prison pendant longtemps. Nicolas n'a pas été poursuivi. Pas assez de preuves de sa complicité directe. Mais sa vie s'est effondrée quand même. Il a perdu son travail, ses amis, sa réputation. Camille l'a quitté en prison, par courrier, 3 lignes froides. Tu ne m'es plus utile, ne me contacte plus. Voilà ce qu'était leur amour, une transaction. Un arrangement. Nicolas est venu me voir 1 mois après le procès. Je l'ai laissé entrer. Pas par pardon, par curiosité. Il avait vieilli de 10 ans, cheveux gris aux tempes, cernes profonds, épaules voûtées. Maman, ne m'appelle plus comme ça. Il a baissé les yeux. Je voulais que tu saches. Je vais partir. Loin. Recommencer ailleurs. Fuir, tu veux dire. Peut-être. Mais je ne peux plus vivre ici. Pas avec ce que j'ai fait. Et qu'as-tu fait exactement, Nicolas? Il a levé les yeux. Des larmes coulaient. J'ai trahi la seule personne qui m'ait jamais vraiment aimé. Silence. Tu veux que je te dise que ce n'est pas grave? Que je te pardonne? Non. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Alors pourquoi es-tu venu? Pour te dire que tu avais raison. Surtout. Et que je le regrette. Chaque jour. Chaque nuit. Il est parti après ça. Je ne l'ai plus jamais revu. Quelques mois plus tard, j'ai appris qu'il vivait au Canada. Montréal. Travaillait dans un restaurant. Seul. Sans personne. La solitude. C'était sa punition. Celle qu'il s'infligeait lui-même. Camille, elle, a eu un sort différent. En prison, elle a été isolée. Les autres détenus savaient qui elle était, ce qu'elle avait fait. Voler des personnes âgées, les manipuler, les tuer peut-être. Personne ne lui parlait, personne ne l'approchait.
Elle qui aimait tant le pouvoir, l'argent, l'admiration, elle n'avait plus rien. J'ai appris par Yann qu'elle avait fait une demande de transfert, refusée, puis une autre, refusée encore. Elle avait essayé de contacter sa famille. Personne ne répondait. Ses soi-disant amis, disparus. Elle m'avait traité de folle, ai-je pensé en apprenant tout ça. Des années plus tard, c'est elle qui se retrouve seule, dans un couloir gris, sans personne. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Moi, j'ai retrouvé ma vie. Lentement, difficilement. Marguerite vient me voir une fois par semaine. On prend le thé, on parle, on rit même parfois. Juliette est devenue comme une fille pour moi. Elle m'appelle tous les dimanches, on se raconte nos semaines. Yann passe de temps en temps, pour vérifier que tout va bien. Vous êtes devenue une célébrité locale, Madame Provost, la femme qui a déjoué l'arnaque. Je ne voulais pas être célèbre, je voulais juste rester en vie. Et vous avez réussi. Ma maison est toujours là, mon jardin, mes souvenirs. Sur ma table de nuit, il y a toujours cette photo. Henri et moi le jour de notre mariage. Parfois, le soir, je la regarde et je lui parle. On l'a eue, mon amour. Elle ne fera plus de mal à personne. Et je sens qu'Henri sourit, quelque part. Le karma existe. Je le sais maintenant. Pas comme une vengeance divine, mais comme une conséquence naturelle. Camille a semé le mensonge, la manipulation, la mort. Elle récolte maintenant la solitude, le mépris, l'oubli. Nicolas a choisi l'aveuglement, la cupidité, la trahison. Il vit maintenant avec le regret, la honte, l'exil. Moi, j'ai choisi la lucidité, le courage, la vie, et je suis libre. Au bout du chemin, on comprend que la vie ne nous donne pas toujours ce qu'on veut, mais elle nous apprend toujours ce qu'on doit savoir. 2 ans ont passé depuis ce dimanche. 2 ans depuis la confrontation, depuis la vérité. Je suis assise dans mon jardin. Le soleil de mai réchauffe mon visage. Les roses d'Henri sont en fleurs, blanches et roses, comme autrefois. J'ai 71 ans maintenant. Mes cheveux sont plus blancs, mes rides plus profondes, mais mon cœur est plus léger. Juliette vient déjeuner aujourd'hui. Elle arrive dans 1 heure. Elle m'a dit qu'elle avait une surprise. Marguerite m'a appelée ce matin. « Tu vas bien, ma chérie ?»« Oui, je vais bien. » Et c'est vrai, je vais bien. Je pense encore à Nicolas. Parfois, la nuit surtout. Je me demande où il est, s'il va bien, s'il a trouvé la paix. Je ne lui ai pas pardonné. Pas complètement. Peut-être que je ne le ferai jamais. Mais je ne lui en veux plus. C'est différent. Il a fait ses choix. Il en paye le prix. Moi aussi j'ai fait les miens. Et j'en récolte les fruits. Camille est toujours en prison. Elle purgera encore 8 ans. Peut-être plus. Je ne pense plus à elle. Elle n'existe plus pour moi. Elle est devenue ce qu'elle a toujours été. Rien. Personne. Une ombre. La sonnette de l'entrée retentit. Juliette. Je me lève. Je vais ouvrir. Elle est là. Souriante. Radieuse. Et elle n'est pas seule. Un jeune homme est avec elle. Brun. Yeux clairs. Sourire timide. Gwenaël, je te présente Thomas. Mon fiancé. Mon cœur se gonfle. Oh, ma chérie. Quelle merveilleuse nouvelle. Je les serre dans mes bras tous les deux. Nous déjeunons dans le jardin. Salade niçoise, tarte aux fraises, vin blanc frais. Thomas me raconte leur rencontre, leur projet, leur bonheur. Juliette rayonne. Elle a retrouvé la vie, l'amour, l'espoir. Gwenaël, sans vous, je n'aurais jamais osé croire à nouveau. Vous m'avez montré qu'on peut survivre, et même revivre. Non, ma chérie, c'est toi qui m'as sauvée. On s'est sauvés l'une l'autre. C'est vrai. Nous avons transformé la douleur en force, la trahison en sagesse, la peur en courage. Le soir, quand ils sont partis, je reste dans mon jardin. Le soleil décline, les oiseaux chantent leur dernière chanson. Je sors la photo d'Henri de ma poche, cette photo qui m'a accompagnée partout. Merci, mon amour. Merci de m'avoir donné la force. Je la regarde longuement, son sourire, ses yeux, sa présence qui ne me quitte jamais. Puis je la range, doucement, parce que j'ai compris quelque chose. Henri sera toujours avec moi, pas dans cette photo, mais dans mon cœur, dans mes choix, dans ma vie. Et c'est assez. Je regarde le ciel, les nuages roses, les premières étoiles, et je pense à toutes ces femmes, celles qui ont vécu ce que j'ai vécu, celles qui se taisent encore, celles qui ont peur. Je pense à elles et je leur dis, n'ayez pas peur de voir la vérité, même quand elle fait mal. N'ayez pas peur de partir, même quand vous aimez. N'ayez pas peur de vous battre, même quand vous êtes seul, parce que la vie vous donnera toujours ce dont vous avez besoin, pas toujours ce que vous voulez, mais ce dont vous avez besoin, la force, le courage, les bonnes personnes au bon moment. Et au bout du chemin, vous découvrirez quelque chose de plus précieux que l'argent, que le pouvoir, que la vengeance. Vous découvrirez qui vous êtes vraiment. Et ça, personne ne pourra jamais vous le voler. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.
Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.